Un millionnaire sur le point de mourir sort prendre un dernier café, mais il a oublié son portefeuille. Une petite fille lui dit « Vous pouvez prendre le mien. Je n'ai déjà plus faim. » Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le vent de décembre fendait le centre de Chicago comme une lame, mais William Henderson le sentait à peine. À 73 ans, il était devenu insensible à bien plus qu'au simple froid. Son manteau Armani, d'une valeur supérieure au loyer mensuel de la plupart des gens, flottait sur sa silhouette frêle alors qu'il se dirigeait vers le Rosie's Corner Café, un minuscule établissement qu'il n'avait jamais remarqué en 40 ans de vie dans ce quartier. 6 mois. C'est ce que le docteur Mitchell lui avait dit. 6 mois, peut-être moins. Le cancer du pancréas ne négocie pas. Il se fiche de votre compte en banque ou de votre empire d'hôtel de luxe. Il se contente de prendre. Bill poussa la porte grinçante du café, aspirant l'arôme chaud du café et des pâtisseries fraîches. L'endroit était exigu, rempli de chaises et de tables dépareillées qui avaient connu des jours meilleurs. Rien à voir avec les halls en marbre de sa chaîne d'hôtel Henderson. Mais aujourd'hui, quelque chose l'attirait ici. Peut-être était-ce la simplicité. Peut-être était-ce le fait que dans 6 mois, rien de son monde doré n'aurait plus d'importance. « Que puis-je vous servir, monsieur ?» demanda une jeune femme derrière le comptoir, ses yeux fatigués s'illuminant d'une courtoisie professionnelle. « Un grand café noir, s'il vous plaît, » dit Bill en cherchant son portefeuille. Ses doigts ne trouvèrent que des poches vides. Une lueur de panique le traversa. Non pas à cause de l'argent, mais parce que jamais, pas une seule fois dans sa vie d'adulte, il n'avait été incapable de payer pour quelque chose qu'il voulait. « Je suis désolé. Il semblerait que j'ai oublié mon portefeuille, » dit-il, sentant la chaleur lui monter aux joues. Avant que la caissière ne puisse répondre, une petite voix s'éleva d'une table dans un coin. « Monsieur, vous pouvez prendre mon café. Je n'ai déjà plus faim de toute façon. » Bill se tourna et vit une petite fille, d'environ 8 ans, qui poussait vers lui une tasse de chocolat chaud presque pleine. Ses vêtements étaient propres, mais clairement de seconde main. Un pull violet délavé avec de minuscules trous près des poignets, un jean avec des patchs aux genoux. Ses cheveux bruns étaient tirés en une simple queue de cheval, et ses yeux marrons dégageaient une chaleur qui fit craquer quelque chose de longtemps gelé dans la poitrine de Bill. « Ma chérie, je ne pourrai jamais. S'il vous plaît, monsieur, vous avez l'air d'avoir vraiment froid. Et en plus, sourit-elle, révélant un trou à la place de sa dent de devant, maman dit toujours que le partage donne meilleur goût à tout. » Le café devint silencieux. Bill regarda cet enfant, ce magnifique et généreux enfant, offrant son seul luxe à un parfait inconnu dans son monde de fusion d'entreprises et d'offres publiques d'achat hostiles. Il avait oublié que des gens comme ça existaient. « Comment t'appelles-tu, mon ange ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Emma Rodriguez. Et vous ?»« William, mais tu peux m'appeler Bill. » Il accepta la tasse chaude et lorsque leurs mains se touchèrent brièvement, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, l'espoir. « Merci, Emma Rodriguez. C'est peut-être le café le plus important de ma vie. » Alors que Bill sortait dans l'après-midi glacial de Chicago, il ne savait pas que la petite fille qui le regardait par la fenêtre venait de changer le cours de leurs deux destins pour toujours. Cette nuit-là, Bill ne put dormir. Il arpentait les sols en marbre de son pantouse. Le sourire édenté d'Emma hantait ses pensées. À 3 heures du matin, il prit une décision qui aurait choqué ses associés. Il appela son détective privé. « Marcus, j'ai besoin que vous trouviez tout ce que vous pouvez sur une famille. » Le nom de l'enfant est Emma Rodriguez, environ 8 ans. Elle était au Rosie's Corner Café sur la 5e rue hier vers 14 heures. « Monsieur, y a-t-il un problème juridique? Un souci de sécurité? » « Non. Trouvez-les simplement, en toute discrétion. » 2 jours plus tard, Marcus lui remit un mince dossier qui glaça le sang de Bill. Emma Rodriguez vivait avec sa mère, Maria, 24 ans, et sa grand-mère, Carmen, 58 ans, dans un appartement d'une chambre à Pilsen. Maria cumulait 3 emplois, elle nettoyait des immeubles de bureaux la nuit, approvisionnait les rayons d'une épicerie le matin et faisait la lessive dans une laverie locale le week-end. Carmen gardait Emma tout en luttant contre son propre diabète, rationnant son insuline parce qu'elle ne pouvait pas se permettre des doses régulières. Les chiffres peignaient un tableau dévastateur. Revenu mensuel, $1,800. Dépenses mensuelles, $1,850. Elle s'enfonçait de $50 de plus chaque mois, se maintenant à flot uniquement grâce aux banques alimentaires et à la gentillesse des voisins. Comment une fillette de 8 ans peut-elle se payer un café chez Rosie's ? Demanda Bill à Marcus.
l'argent de son anniversaire, de sa grand-mère. La petite a économisé des pièces de 25 cents pendant 2 mois pour s'acheter un chocolat chaud. C'était censé être son cadeau de Noël anticipé à elle-même. Bill posa le dossier, les mains tremblantes. Cet enfant lui avait donné son cadeau de Noël. Un cadeau pour lequel elle avait économisé des pièces, une par une, semaine après semaine. Le lendemain matin, Bill se retrouva à passer devant l'école primaire d'Emma à l'heure de la sortie. Il la repéra immédiatement, le même pull violet, le même sourire éclatant alors qu'elle disait au revoir à une amie en la serrant dans ses bras. Mais maintenant, il remarquait des choses qu'il n'avait pas vues auparavant. Ses chaussures contenaient du carton pour cacher les trous. Son sac à dos tenait avec du ruban adhésif. Et quand elle commença à rentrer chez elle, elle se déplaçait lentement, prudemment, comme quelqu'un qui essaie de faire durer une petite collation tout le trajet. Bill la suivit à distance, observant Emma s'arrêter à une épicerie de quartier. À travers la vitrine, il la vit compter soigneusement ses pièces avant d'acheter une seule banane. Elle la partagea en deux, mangeant un morceau immédiatement et enveloppant l'autre dans une serviette, le gardant probablement pour plus tard ou peut-être pour sa grand-mère. Tandis qu'Emma disparaissait dans un immeuble délabré, Bill resta sur le trottoir, ressentant quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des décennies, la honte. Voilà un enfant qui vivait de moitié de bananes et de pièces de monnaie économisées, et elle lui avait donné son seul luxe sans une seconde d'hésitation. Cette nuit-là, Bill passa un autre appel, cette fois à son avocate. « Sarah, j'ai besoin que vous créiez un fonds de bienfaisance anonyme. Je veux commencer par la famille Rodriguez sur Maple Street à Pilsen. » « De combien parlons-nous, Bill ? » ? « Commencez par leur loyer, en totalité, pour l'année à venir. » »« C'est très généreux. Une raison particulière ? » Bill regarda l'horizon de Chicago, pensant à une petite fille avec des trous dans ses chaussures et de la générosité dans son cœur. Quelqu'un m'a appris que le partage donne meilleur goût à tout. Maria Rodriguez regarda la lettre avec incrédulité, la lisant pour la 4e fois. Ses mains tremblaient alors qu'elle la montrait à sa mère, Carmen, qui était assise à leur petite table de cuisine, mesurant soigneusement son insuline. « Mija, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire, bienfaiteur anonyme ? » ?»« Ça veut dire que quelqu'un paie notre loyer pour toute l'année, maman. La totalité. 12 mois payés intégralement. » Carmen posa sa seringue et regarda sa fille avec des yeux méfiants. « Personne ne donne de l'argent comme ça. Où est le piège ? » Maria se posait la même question. 12 000 $, plus d'argent que leur famille n'en avait jamais vu en une seule fois. La lettre du cabinet d'avocats Henderson et Associés était officielle, portant des sceaux et des signatures, mais cela semblait être un rêve. « C'est peut-être une erreur, » murmura Maria. Mais au fond d'elle, elle espérait que ce ne soit pas le cas. Ces 3 emplois la tuaient à petit feu. Elle avait perdu 7 kilos au cours des 2 derniers mois, survivant grâce au café et à ce qu'Emma laissait dans son assiette. Chaque nuit, elle s'effondrait dans son lit, les muscles en feu et le cœur endolori, sachant qu'elle ne parvenait pas à subvenir aux besoins de sa fille. Emma avait besoin de nouveaux vêtements, de nouvelles chaussures, de livres pour l'école. Emma avait besoin que sa mère soit présente, pas épuisée. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Bill avait ses propres doutes. Il avait déjà été généreux. Des galas de charité, des dons déductibles des impôts à des hôpitaux et des musées. Mais cela semblait différent. Personnel, voire dangereux. « Pourquoi anonyme ?» avait demandé Sarah Chen en créant le fonds. « Vous aimez généralement être reconnu pour votre philanthropie. » Bill ne pouvait pas expliquer que ce n'était pas de la philanthropie. C'était quelque chose de plus proche de la pénitence. Pendant 60 ans, il avait bâti des murs autour de son cœur. Le succès était devenu sa forteresse, l'argent son épée. Il s'était marié 2 fois, brièvement, avec des femmes qui aimaient son compte en banque plus que son âme. Pas d'enfants, pas de vrais amis, juste des associés et des employés payés pour s'occuper de lui. Emma Rodriguez avait fissuré ses murs avec une tasse de chocolat chaud et un sourire édenté. 3 jours après le paiement du loyer, Bill se retrouva de nouveau au Rosie's Café. Il se disait qu'il voulait juste un café, mais ses yeux cherchèrent dans tous les coins jusqu'à ce qu'il la trouve. Emma était assise à la même table, partageant un muffin avec une femme âgée qui lui ressemblait trait pour trait, mais avec 70 ans de plus. « Ce doit être Carmen », pensa-t-il, en regardant la grand-mère casser soigneusement le muffin en parts égales. Même dans la pauvreté, elle partageait tout. Soudain, Emma leva les yeux et l'aperçut, son visage s'illumina. « Bill, Lil !» Elle se leva d'un bond et courut vers lui, enlaçant sa taille de ses petits bras dans une étreinte inattendue.
j'espérais te revoir. Le contact lui envoya un choc. Quand quelqu'un l'avait-il serré dans ses bras pour la dernière fois sans rien vouloir en retour? Quand quelqu'un avait-il été sincèrement heureux de le voir? Bonjour, Emma. Comment vas-tu? Très bien. Maman a eu la meilleure nouvelle de tous les temps. Quelqu'un nous aide avec notre loyer, alors elle n'a plus à travailler autant. Ce matin, elle m'a même préparé le petit déjeuner au lieu de simplement laisser des céréales sur le comptoir. Et Abuela peut acheter ses médicaments maintenant. La gorge de Bill se serra. Des choses si simples. Un petit déjeuner avec sa mère. Des médicaments pour sa grand-mère. Des choses que son argent avait rendues possibles. Des choses qui n'existeraient plus dans 6 mois, quand il ne serait plus là. C'est une merveilleuse nouvelle, ma chérie. Emma lui prit la main et le tira vers sa table. Viens rencontrer mon Abuela. Elle fait les meilleures tortillas du monde entier. Alors que Bill s'asseyait en face de Carmen Rodriguez, voyant la curiosité et une légère lassitude dans ses yeux, il réalisa qu'il franchissait une ligne de non-retour. Ces gens n'étaient plus seulement les bénéficiaires de sa charité. Ils devenaient sa famille. Carmen Rodriguez étudiait l'homme bien habillé assis en face d'elle, remarquant la montre chère, le manteau parfaitement taillé, les mains manucurées qui n'avaient jamais connu le vrai travail. Mais elle vit aussi autre chose. Une solitude si profonde qu'elle fit mal à son cœur de grand-mère. Emma me dit que vous êtes l'homme avec qui elle a partagé son café, dit Carmen dans un anglais accentué, sa voix douce mais inquisitrice. Un chocolat chaud, en fait. Et oui, c'est moi. Votre petite fille m'a sauvé la journée. Emma rayonna au compliment, puis redevint sérieuse. Bill, tu as l'air triste. Est-ce que ça va? La vérité sort de la bouche des enfants. Voilà une enfant vivant dans la pauvreté qui s'inquiétait de son bien-être émotionnel. Bill sentit cette fissure familière dans sa poitrine s'élargir. J'ai connu des jours meilleurs, ma chérie, mais te rencontrer m'a vraiment aidé. Au cours de l'heure suivante, Bill en apprit plus sur la vraie vie qu'en des années de réunions de conseil d'administration. Emma parla de l'école, de son amour pour la lecture mais de ses difficultés en mathématiques, de la façon dont son enseignante, Madame Patterson, avait créé un club de lecture auquel Emma ne pouvait pas participer parce qu'ils se réunissaient après l'école et que sa grand-mère ne pouvait pas conduire. Carmen partagea des histoires sur leur pays d'origine, sur les traditions qu'Emma apprenait, sur des recettes transmises de génération en génération. Vous savez, dit Carmen d'un air songeur, Emma est différente depuis ce jour au café. Plus heureuse. Elle n'arrête pas de parler du gentil monsieur qui a accepté sa gentillesse. La plupart des adultes ne laissent pas les enfants les aider, expliqua Emma sérieusement. Ils pensent que nous sommes trop petits. Mais toi, tu m'as laissé t'aider, et ça m'a fait me sentir grande. La vue de Bill se brouilla de manière inattendue. Cet enfant s'était senti fier de l'aider, lui, dans son monde de pouvoir et de contrôle. Il avait oublié ce que signifiait laisser quelqu'un d'autre donner. Emma, dit-il prudemment, que veux-tu faire quand tu seras grande? Maîtresse, comme Madame Patterson. Mais maman dit que l'université coûte trop cher, alors peut-être que je travaillerai juste au magasin comme elle. L'université coûte de l'argent, c'est vrai, acquiesça Bill. Mais parfois, les gens trouvent des moyens d'aider pour ça. Les yeux de Carmen s'aiguisèrent. Il y avait quelque chose chez cet homme, quelque chose qui ne collait pas tout à fait. Les hommes riches ne s'asseyaient pas dans des cafés de quartier à écouter des fillettes de 8 ans parler de leurs rêves. Après s'être séparés, Bill resta assis dans sa voiture pendant 20 minutes, regardant Emma sautiller sur le trottoir, tenant la main de sa grand-mère. Son téléphone vibrait de messages de son assistant. Réunion du conseil, accord d'acquisition, rapport de profit. L'empire qui avait consumé sa vie pendant 40 ans lui parut soudain dénué de sens. Ce soir-là, Bill appela son médecin. Dr Mitchell, j'ai besoin de savoir exactement combien de temps il me reste, et j'ai besoin de savoir à quoi ressembleront mes dernières semaines. Bill, nous en avons discuté. Il y a des variables. S'il vous plaît, je dois planifier quelque chose d'important. Le silence s'étira avant que le docteur Mitchell ne parle doucement. 3 à 4 mois de fonction relativement normale. Ensuite, le déclin sera rapide. Pourquoi demandez-vous cela? J'ai besoin de créer un fonds en fiducie, un grand, et je dois m'assurer qu'il soit à toute épreuve. Après avoir raccroché, Bill ouvrit son ordinateur portable et commença à taper. S'il avait 4 mois, il devait les utiliser à bon escient. Emma Rodriguez irait à l'université. Emma Rodriguez deviendrait enseignante.
Et Emma Rodriguez ne saurait jamais que l'homme avec qui elle avait partagé son chocolat chaud avait rendu tout cela possible. Mais d'abord, il devait trouver comment passer les prochains mois à la regarder grandir sans révéler qui il était vraiment, ni pourquoi son petit acte de gentillesse avait sauvé son âme. Le plus dur, c'est qu'il était déjà en train de mourir. Et maintenant, pour la première fois depuis des décennies, il voulait désespérément vivre. Noël était dans 3 semaines, et Chicago s'était transformé en un paysage hivernal féerique qu'Emma admirait, le visage collé contre la vitre. Bill avait pris l'habitude de visiter le Rosie's Café 3 fois par semaine, choisissant ses visites pour quel coïncident avec le chocolat chaud d'après l'école d'Emma, lorsque l'argent de son anniversaire le lui permettait. Aujourd'hui était différent. Aujourd'hui, Emma ne souriait pas. « Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie ?» demanda Bill en s'asseyant en face d'elle et de Carmen. La lèvre inférieure d'Emma tremblait. Madame Patterson a dit qu'il y aura une pièce de théâtre de Noël à l'école, et tout le monde peut inviter sa famille. Mais maman travaille de nuit maintenant, et elle est trop fatiguée pour venir pendant la journée. Carmen se pencha et caressa les cheveux d'Emma. Mija. Maman travaille dur pour nous. Elle veut venir. Je sais, Abuela. Je ne suis pas fâché. C'est juste, je voulais qu'elle me voie être la narratrice. Je me suis tellement entraîné. Bill sentit ce feu familier dans sa poitrine. Pas de la colère, mais un but. Quand a lieu la pièce, Emma? Le 22 décembre à 14 h. Mais ce n'est pas grave. Vraiment, Abuela essaiera de venir si son diabète ne lui joue pas de tour. Cet après-midi-là, Bill passa un appel au département des ressources humaines de l'hôtel Henderson. J'ai besoin que vous contactiez toutes les entreprises de nettoyage avec lesquelles nous avons un contrat dans la région de Chicago. Découvrez qui emploie Maria Rodriguez et arrangez-vous pour qu'elle ait le 22 décembre de congé, payé. Dites-leur que c'est une demande d'aménagement spécial et que nous couvrirons tous les frais d'heures supplémentaires pour son remplaçant. Monsieur, cela semble être une? Faites, c'est tout. Le lendemain, Maria Rodriguez reçut un appel qui la laissa sans voix. Un jour de congé payé inattendu, approuvé par la direction pour reconnaissance de services exceptionnels. Elle ne savait même pas que ses superviseurs connaissaient son nom. Mais Bill n'avait pas terminé. Il avait appris par Marcus que le diabète de Carmen s'aggravait parce qu'elle rationnait son insuline pour joindre les deux bouts. Un paiement anonyme à la pharmacie couvrit 6 mois de fournitures, étiqueté comme ajustement d'assurance. 3 jours plus tard, il entendit Emma dire à un autre enfant au café qu'elle aimerait pouvoir acheter un cadeau de Noël à sa mère, quelque chose de spécial pour lui montrer à quel point elle appréciait tout ce que Maria faisait pour elle. Ce soir-là, Bill se rendit dans la bijouterie la plus exclusive de Chicago. « J'ai besoin de quelque chose de spécial », dit-il au propriétaire. « Un collier pour une jeune mère. Quelque chose qui dit tu es aimé et apprécié, mais il faut que ça ait l'air d'être quelque chose qu'une fillette de 8 ans pourrait s'offrir. » Le bijoutier parut confus jusqu'à ce que Bill explique. « Faites simple. Beau, mais simple. Et je veux que vous disiez à l'enfant qui viendra l'acheter que vous avez une réduction spéciale de Noël. 99% de rabais. Monsieur, vous parlez d'une perte considérable. Je couvrirai la différence. Faites en sorte que ça arrive. » Pendant ce temps, Emma avait économisé chaque sou qu'elle pouvait trouver, cherchant dans les coussins du canapé et ramassant des pièces sur le trottoir. Elle avait réussi à rassembler 4,37 $ pour le cadeau de Noël de sa mère. Le cœur de Bill se brisa et s'envola simultanément lorsque Marcus rapporta qu'Emma avait visité 3 magasins différents, examinant attentivement leurs articles les moins chers, essayant de trouver quelque chose de digne de sa mère avec son minuscule budget. Le 15 décembre, Emma entra chez Goldstein Jeweler avec ses billets froissés et sa poignée de pièces. Bill attendait dans une voiture de location de l'autre côté de la rue, observant à travers la vitrine le bijoutier montrer à Emma un délicat collier en argent avec un petit pendentif en forme de cœur. À travers la vitre, il put voir les yeux d'Emma s'écarquiller d'émerveillement, puis s'affaisser de déception en voyant l'étiquette de prix. Mais le bijoutier se pencha et lui chuchota quelque chose à l'oreille. Le visage d'Emma se transforma de joie alors qu'elle comptait soigneusement son argent. Quand Emma sortit du magasin, serrant une petite boîte en velours, Bill essuya des larmes. À l'intérieur de cette boîte se trouvait un collier de 3000 $ qu'une fillette de 8 ans croyait avoir acheté avec la petite monnaie amassée pour sa mère qui travaillait si dur. Mais le vrai cadeau n'était pas le collier. C'était de voir Emma sautiller dans la rue, rayonnant de bonheur parce qu'elle pouvait offrir quelque chose de beau à sa mère. C'était de savoir que dans une semaine, Maria serait assise au premier rang d'un auditorium d'école, portant un collier choisi avec amour,
regardant sa fille briller sur scène. Bill avait passé sa vie à accumuler des richesses, mais Emma Rodriguez lui apprenait ce que signifiait être riche. En rentrant chez lui ce soir-là, Bill réalisa qu'il lui restait exactement 93 jours à vivre. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, il savait exactement comment il voulait les passer. La nuit du 22 décembre changea tout. Bill était assis au fond de l'auditorium de l'école d'Emma, portant une casquette de baseball et des lunettes dont il n'avait pas besoin, regardant Emma Rodriguez, 8 ans, se tenir au centre de la scène avec une confiance qui démentait son âge. Sa voix claire porta dans l'auditorium bondé alors qu'elle narrait l'histoire de Noël, et Bill se surprit à se pencher en avant, suspendu à chaque mot comme si elle prononçait un discours présidentiel. Au premier rang, Maria Rodriguez était assise, des larmes coulant sur son visage, portant le délicat collier en argent qui captait les lumières de la scène. Carmen était à ses côtés, sa pompe à insuline fonctionnant correctement pour la première fois depuis des mois, les deux mains pressées sur son cœur alors que sa petite fille commandait la scène. Et ainsi, la voix d'Emma résonna, claire et forte, « Les plus beaux cadeaux ne sont pas ceux que l'on reçoit, mais ceux que l'on donne avec amour. » Les mots frappèrent Bill comme un coup physique. Voilà un enfant qui avait vécu cette vérité, qui avait donné son cadeau de Noël à un étranger, et avait en quelque sorte changé son monde entier. Après la pièce, Bill observa de loin Emma courir dans les bras de sa mère, toutes deux pleurant et riant. Il vit Maria toucher le collier à sa gorge avec émerveillement, vit Carmen rayonner de fierté que sa petite fille soit la star du spectacle. C'est alors que Bill prit la décision qui allait tout bouleverser. Il appela Sarah Chen depuis le parking. « Sarah, j'ai besoin que vous rédigiez un Nouveau Testament. Je laisse tout à Emma Rodriguez. » « Bill, je dois vous déconseiller une décision aussi hâtive. Vous connaissez à peine cet enfant. Il y a des complications juridiques, des implications fiscales. Je sais exactement ce que je fais. Créer une fiducie qui s'activera quand elle aura 18 ans. Frais de scolarité universitaire complets, frais de subsistance, et un héritage substantiel auquel elle ne pourra accéder qu'à 25 ans. Mais je veux que vous fassiez autre chose. » « Quoi ? » « Je veux lui dire la vérité sur l'argent, surtout. Je suis en train de mourir, Sarah. Il me reste peut-être 2 mois. Cette petite fille m'a donné quelque chose que personne d'autre ne pouvait. Elle m'a donné une raison d'avoir de l'importance. Je veux passer le temps qu'il me reste à faire partie de sa vie, pas seulement à observer depuis l'ombre. Bill, c'est un fardeau émotionnel considérable à faire porter à une enfant. Elle est plus forte que vous ne le pensez, et je serai prudent dans ma façon de le lui dire. 2 jours plus tard, Bill attendait au Rosie's Café, plus nerveux qu'il ne l'avait jamais été pour une fusion d'entreprise. Emma arriva avec Carmen, rayonnant encore de sa performance réussie. « Bill, savais-tu que notre pièce de Noël était hier ? J'étais la narratrice. » « En fait, Emma, je le savais. J'y étais. » Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. « Tu y étais ? Je ne t'ai pas vu. J'étais assis au fond. Tu as été absolument magnifique. La meilleure narratrice que j'ai jamais entendue. » Emma rayonna, puis pencha la tête avec curiosité. « Comment savais-tu pour la pièce ? » C'était le moment. Le moment de vérité. « Emma, il y a quelque chose que je dois te dire. Quelque chose d'important sur la raison pour laquelle j'ai pu passer autant de temps dans ce café, et pourquoi j'ai toujours l'air de savoir quand tu seras là. » Les instincts de Carmen s'aiguisèrent. Elle s'interrogeait sur cet homme depuis des semaines. « Emma, ma chérie, je suis un homme très riche. Assez riche pour ne pas avoir à travailler tous les jours comme la plupart des gens. Et quand tu as partagé ton chocolat chaud avec moi, il s'est passé quelque chose qui a changé toute ma vie. » « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Je me suis souvenu de ce que ça faisait d'être important pour quelqu'un. J'ai été seul pendant très longtemps, Emma. Je n'ai pas de famille à moi. Mais toi, tu m'as fait sentir que j'avais ma place quelque part. Emma tendit la main sur la table et prit la sienne avec la compassion naturelle d'un enfant qui comprenait la solitude. « Tu peux avoir ta place avec nous, Lille, n'est-ce pas, Abuela ?» Carmen étudia cet homme avec un nouveau regard. Riche. Cela expliquait les vêtements chers, la posture parfaite, la façon dont il ne semblait jamais s'inquiéter de l'argent. Mais cela n'expliquait pas la douleur qu'elle voyait dans ses yeux. « Emma a raison, » dit doucement Carmen. « Mais Bill, pourquoi nous dites-vous cela maintenant ?» Bill les regarda toutes les deux, cet enfant généreux et sa sage grand-mère, et prit une profonde inspiration qui allait changer leur vie à jamais. « Parce que je suis en train de mourir, et je veux passer le temps qu'il me reste à m'assurer qu'Emma sache qu'elle s'en sortira. Mieux que bien, je veux m'assurer que vous vous en sortirez toutes. » Le café devint silencieux,
à l'exception de la douce musique de Noël qui jouait en fond. La main d'Emma se resserra sur la sienne. « Tu es très malade ? » ?»« Oui, ma chérie. Très malade. »« Alors nous devons prendre particulièrement bien soin de toi, » dit Emma avec la certitude pragmatique d'une enfant qui n'avait jamais connu d'autre réponse à la crise que l'amour. Et à cet instant, Bill Henderson, qui avait bâti un empire valant des centaines de millions, qui avait commandé des salles de conseil et influencé des politiciens, s'effondra en larmes dans un café de Chicago parce qu'une fillette de 8 ans voulait prendre soin de lui. Tout allait changer. Les jours qui suivirent la révélation de Bill transformèrent le rythme de 3 vies de manière qu'aucun d'eux n'aurait pu prédire. Emma, avec l'adaptabilité résiliente de l'enfance, absorba simplement cette nouvelle réalité et alla de l'avant avec une détermination caractéristique. « Si tu vas être malade, alors tu dois mieux manger », annonça-t-elle le lendemain de leur conversation au café, debout dans la cuisine du Pantouse de Bill, les mains sur les hanches tel un petit général. Abuela dit que les gens malades ont besoin de soupe, de légumes et de beaucoup d'amour. Bill regarda son palais de marbre stérile, un espace qui n'avait jamais entendu le rire d'un enfant ni ressenti la chaleur d'une famille. Emma étudiait son réfrigérateur Sub-Zero avec le sérieux d'un professionnel de la santé. « Bill, pourquoi n'as-tu pas de nourriture ? Juste des bouteilles et des boîtes et des choses qui ne ressemblent pas à de la vraie nourriture. » Elle avait raison. Sa cuisine contenait des shakes protéinés, des barres de substituts de repas et des contenants à emporter de restaurants chers. Rien qui ne ressemble au repas fait maison que la famille d'Emma partageait. « Je n'ai jamais vraiment appris à cuisiner pour moi-même, » admit-il. « Alors c'est une bonne chose que tu nous aies maintenant, » déclara Emma. « Maman sait comment tout rendre délicieux, et Abuela peut apprendre. Cuisiner, c'est comme mettre de l'amour dans la nourriture. » Cet après-midi-là, Maria Rodriguez se tenait dans la cuisine de Bill, complètement dépassée. Carmen avait insisté pour qu'elle apporte des provisions et cuisine pour l'homme malade qui a aidé notre Emma, mais rien ne l'avait préparé à ce niveau de luxe. « Monsieur Henderson, je ne sais pas comment utiliser toutes ces machines, » murmura Maria, fixant des appareils qui coûtaient plus que son salaire annuel. « Appelez-moi Bill, s'il vous plaît. Et honnêtement, je ne sais pas non plus comment utiliser la plupart d'entre elles. » Pendant les 3 heures suivantes, le Pantouse de Bill se remplit de quelque chose qu'il n'avait jamais contenu, les bruits d'une famille. Emma était assise à sa table de salle à manger, faisant ses devoirs, tandis que Maria et Carmen travaillaient ensemble pour créer de la magie à partir d'ingrédients simples. L'arôme de l'ail, du cumin et du poulet mijotant lentement remplissait des espaces qui n'avaient jamais senti que le parfum de l'eau de Cologne chère et le vide. « Voici comment on fait le caldo de polo », expliqua Carmen à Bill, lui montrant comment bien couper les oignons. Le secret n'est pas seulement dans les ingrédients, mais dans l'intention. Vous cuisinez avec amour, et les gens goûtent l'amour. Bill se mit à rire. Vraiment rire, en essayant de suivre les instructions de Carmen. Ses oignons étaient de travers, son assaisonnement trop généreux. Mais Emma applaudissait chaque petit succès comme s'il gagnait des prix. « Tu t'améliores, Bill. Bientôt, tu pourras te faire de la soupe tout seul quand nous ne serons pas là. » « Quand nous ne serons pas là. » Les mots le frappèrent plus durement que n'importe quel diagnostic de cancer. Ces gens étaient entrés dans sa vie juste au moment où il se préparait à la quitter. Et maintenant, l'idée d'être sans eux semblait pire que de mourir. « Emma, dit-il prudemment, que penserais-tu de passer plus de temps ici ? Ta maman pourrait utiliser ma cuisine quand elle le voudra, et il y a beaucoup de place. » Maria leva brusquement les yeux. Elle se demandait quand cette conversation arriverait. Les hommes riches ne cuisinaient pas avec des familles pauvres sans vouloir quelque chose en retour. « Monsieur Henderson ? Bill, c'est très généreux, mais je dois vous demander. Que attendez-vous exactement de nous ? » La question flottait dans l'air comme de la fumée. Bill posa son couteau et regarda directement Maria avec des yeux qui contenaient des décennies de solitude. « Je veux être important pour quelqu'un avant de mourir. Je veux savoir que ma vie a fait une différence au-delà des réunions du conseil et des marges de profit. » Emma a partagé son cadeau de Noël avec un étranger, et d'une manière ou d'une autre, ce simple acte de gentillesse a sauvé mon âme. Il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. « Je veux faire partie d'une famille pour la première fois de ma vie. Même si ce n'est que pour quelques mois, même si je ne le mérite pas. » Carmen étudia cet homme brisé avec l'intuition d'une grand-mère. Elle vit au-delà des vêtements chers et de la posture parfaite, le garçon effrayé et seul en dessous. « Mijo, dit-elle doucement. La famille, ce n'est pas une question de mérite. La famille, c'est choisir d'aimer quelqu'un et le laisser vous aimer en retour.
Emma leva les yeux de ses devoirs avec la sagesse pragmatique que seuls les enfants possèdent. Bill, tu fais déjà partie de la famille. La famille ne se laisse pas seule quand quelqu'un est malade. Ce n'est tout simplement pas comme ça que les familles fonctionnent. Cette nuit-là, alors que Bill regardait Emma s'endormir sur son canapé en cuir pendant que Maria et Carmen nettoyaient sa cuisine, il réalisa qu'il avait passé 73 ans à construire des murs autour de son cœur. Et une fillette de 8 ans les avait tous démolis avec un chocolat chaud et une acceptation inconditionnelle. Pour la première fois depuis son diagnostic, Bill ne pensait pas à mourir. Il pensait à vivre les jours qui lui restaient, entouré de l'amour dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin. Janvier apporta le froid glacial de Chicago et une complication inattendue qui allait tester chaque relation que Bill avait construite. Emma attrapa une pneumonie. Cela commença par une simple toux durant la première semaine de retour à l'école après les vacances d'hiver. Le 15 janvier, elle brûlait de fièvre et avait du mal à respirer. Maria était assise aux urgences, tenant la main de sa fille, regardant des chiffres sur un moniteur qui ne signifiaient rien pour elle, mais tout pour les médecins. Pneumonie bilatérale, expliqua doucement le docteur Sarah Kim. Nous devons l'admettre pour des antibiotiques par intraveineuse. Elle va s'en sortir, mais la guérison prendra du temps. Bill arriva à l'hôpital pour enfants de Chicago 20 minutes après l'appel de Maria, ayant enfreint toutes les limitations de vitesse entre le centre-ville et le centre médical. Il trouva Maria en larmes dans le couloir tandis que Carmen était assise au chevet d'Emma, chantant doucement en espagnol. L'assurance, murmura Maria à Bill. Ils disent qu'elle pourrait ne pas tout couvrir. La franchise seule est de $3000 et si elle a besoin de soins prolongés. Arrêtez, dit fermement Bill. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. Pas une seule seconde. Bill, je ne peux pas vous laisser. Si, vous le pouvez. C'est ce que les familles font les unes pour les autres. En moins d'une heure, Bill avait parlé à l'administrateur de l'hôpital, à la compagnie d'assurance et à l'équipe médicale d'Emma. Chaque facture serait couverte, chaque traitement disponible. L'argent ne serait jamais un facteur dans les soins d'Emma. Mais l'argent ne pouvait pas tout arranger. Emma passa 6 jours à l'hôpital, et Bill fut là pour chacun d'eux. Il lui lisait des histoires quand elle était éveillée, lui tenait la main quand elle pleurait, et dormait dans un fauteuil inconfortable parce qu'elle disait que sa présence la faisait se sentir plus en sécurité. Bill, murmura Emma le 4e jour, sa voix rauque à force de tousser, est-ce que tu vas mourir avant que je guérisse? La question le prit au dépourvu. Dans toute sa planification, il n'avait pas considéré qu'Emma pourrait s'inquiéter de le perdre alors qu'elle menait sa propre bataille. Non, ma chérie. Je serai là quand tu iras mieux. Je te le promets. Bien. Parce que j'ai quelque chose d'important à te dire quand je ne serai plus si fatigué. Qu'est-ce que c'est, mon ange? C'est un secret. Un très bon secret. Mais je dois être plus forte avant de pouvoir te le dire. Emma s'endormit en lui tenant la main, et Bill passa la nuit à se demander quel secret une fillette de 8 ans pouvait bien avoir qui nécessitait de la force pour être partagé. Le 7e jour, Emma sortit de l'hôpital avec des instructions strictes de repos et de suivi. Bill insista pour qu'elle reste dans son pantouse pendant sa convalescence. Son immeuble avait un médecin de garde, une meilleure filtration de l'air et de l'espace pour que tout le monde soit à l'aise. Maria accepta finalement, mais seulement après que Carmen l'eut prise à part et lui eut murmuré quelque chose en espagnol rapide qui remplit les yeux de Maria de larmes. « Qu'a dit votre mère » demanda Bill plus tard. Elle a dit que parfois les anges viennent déguisés en hommes riches et seuls, et que nous devrions cesser de remettre en question les méthodes de Dieu. Ce soir-là, alors qu'Emma se reposait sur le canapé de Bill, enveloppée dans des couvertures, ressemblant enfin à elle-même, elle lui fit signe de s'approcher. « Bill, je suis assez forte maintenant. Je peux te dire mon secret. Je t'écoute, ma chérie. » Les yeux d'Emma devinrent sérieux au-delà de son âge. « Je sais que tu es vraiment malade, plus malade que tu ne nous l'as dit. J'ai entendu les médecins parler quand tu ne pensais pas que j'étais réveillé. » Le cœur de Bill s'arrêta. « Emma, et je sais que tu as peur de ce qui nous arrivera quand tu seras partie. Je le vois dans tes yeux parfois. » La perception de l'enfant était dévastatrice dans sa précision. « Mais voici mon secret, Bill. Je ne suis pas triste que tu sois en train de mourir. Je suis heureuse que tu sois en train de vivre. Vraiment vivre, pour la première fois. Maman dit qu'elle le voit dans la façon dont tu souris maintenant. Et Abuela dit que ton esprit dormait avant, mais maintenant il est réveillé. » Emma prit sa main avec ses petits doigts. « Alors mon secret, c'est celui-ci. Je ne serai pas triste quand tu iras au paradis.
Je serai reconnaissante que le paradis t'ait envoyé à nous d'abord, même si ce n'était que pour un petit moment. Et je m'assurerai que maman et Abuela s'en souviennent aussi. Bill ne pouvait pas parler. Cet enfant, ce magnifique enfant, le réconfortait à propos de sa propre mort. Elle prenait soin de son cœur alors qu'il était censé prendre soin du sien. Il y a autre chose, continua Emma. Je pense que tu as besoin de savoir que nous allons nous en sortir. Vraiment bien, parce que tu nous as appris que nous méritons de bonnes choses, et maintenant nous le croyons. Alors que Bill tenait Emma cette nuit-là, écoutant sa respiration devenir plus forte à chaque heure, il réalisa qu'elle lui avait donné quelque chose de plus précieux que son argent ne pourrait jamais acheter, le cadeau de mourir sans regret. Mais la guérison d'Emma avait aussi révélé autre chose. Quelque chose qui allait tout changer de manière qu'aucun d'eux ne pouvait imaginer. Février arriva avec une nouvelle qui brisa le calendrier soigneusement construit de Bill. Les derniers scanners du docteur Mitchell révélèrent ce qu'ils avaient tous craint mais espéré éviter. La progression est plus rapide que nous l'avions prévu, dit doucement le docteur Mitchell dans son bureau pendant que Bill était assis seul, ayant insisté pour que Maria et Carmen restent à la maison avec Emma. 6 semaines, peut-être 8. Je suis désolé, Bill. 6 semaines. Pas les 3 mois sur lesquels il avait compté. Pas assez de temps pour voir le 9e anniversaire d'Emma en avril. Pas assez de temps pour s'assurer que la fiducie était parfaite, les documents juridiques à toute épreuve, l'avenir sécurisé exactement comme il l'imaginait. Bill rentra chez lui dans un état second, son esprit parcourant tout ce qu'il lui restait à accomplir. Le fonds en fiducie était établi mais nécessitait les signatures finales. L'épargne universitaire d'Emma avait besoin d'être ajustée. Il voulait enregistrer des vidéos pour les grands événements de sa vie, remise de diplôme, mariage, son premier poste d'enseignante. Plus important encore, il devait trouver un moyen de lui dire toute la vérité sur ce qu'il laissait derrière lui. Quand il entra dans son penthouse, il trouva Emma et Maria dans son bureau, organisant soigneusement un album photo qu'elles avaient créé ensemble. Des photos de leur temps passé ensemble au cours des 2 derniers mois. Emma cuisinant dans sa cuisine, eux tous à Navy Pier, le matin de Noël où elles avaient apporté des cadeaux à son appartement vide et l'avaient rempli de rire. Bill. Emma se leva d'un bond et le serra dans ses bras. Regarde ce que nous avons fait. C'est notre livre de famille. Comme ça, quand tu seras au paradis, tu pourras montrer à tout le monde la famille que tu avais sur terre. L'innocence de ces mots brisa quelque chose en lui. Emma croyait encore qu'il allait simplement passer paisiblement à un monde meilleur. Elle ne savait rien de la douleur à venir, de la façon dont le cancer volerait sa dignité avant de lui voler la vie. Emma, ma chérie, nous devons parler de quelque chose d'important. Maria leva les yeux de l'album photo, sentant immédiatement le changement dans son ton. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-elle. « J'ai vu le docteur Mitchell aujourd'hui. Les choses progressent plus vite que nous l'espérions. » Emma pencha la tête avec la curiosité d'un enfant essayant de comprendre les euphémismes des adultes. « Qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» Bill s'agenouilla à son niveau, prenant ses mains dans les siennes. À 8 ans, elle méritait une honnêteté enveloppée de douceur. « Ça veut dire que je n'ai pas autant de temps que nous le pensions. Peut-être 6 semaines de plus à passer ensemble. » Le visage d'Emma passa par la confusion, la compréhension, et finalement une détermination qui lui coupa le souffle. « Alors nous devons en faire les 6 meilleures semaines de tous les temps, déclara-t-elle. On ne peut pas perdre de temps à être triste pour plus tard quand on peut être heureux maintenant. Maria essuya des larmes de ses yeux. Emma, c'est normal de se sentir triste à ce sujet. Je sais, maman, et je serai triste plus tard, mais en ce moment, Bill est là, et nous l'aimons, et il nous aime. Alors, maintenant, ça devrait être une question d'amour, pas de tristesse. Ce soir-là, Emma présenta à Bill une liste qu'elle avait écrite de sa soigneuse écriture de CE2. Chose que Bill doit faire avant d'aller au paradis. Apprendre à faire les fameuses enchiladas d'Abuela. 2. Aller patiner sur la glace, même s'il tombe. 3. Voir mon école et rencontrer Madame Patterson. 4. Faire une soirée pyjama avec des films et du popcorn. 5. M'aider à choisir le cadeau d'anniversaire de maman. 6. M'apprendre les affaires pour que je puisse être intelligente comme lui. 7. S'assurer que nous savons qu'il nous aime chaque jour. Bill lut la liste à travers ses larmes, s'émerveillant de la façon dont un enfant pouvait distiller la complexité de la mort en objectifs simples et réalisables, entièrement axés sur l'amour et la connexion. « Il y a encore une chose que je dois ajouter à cette liste, dit-il. « Quoi ? Je dois vous parler de quelque chose de très important que je vous laisse.
Quelque chose qui aidera à prendre soin de toi, de ta maman et d'Abuela pour toute votre vie. Emma parut perplexe. Quel genre de quelque chose? Le genre de quelque chose qui signifie que tu n'auras plus jamais à t'inquiéter pour l'argent. Le genre de quelque chose qui signifie que tu pourras aller dans n'importe quelle université et que ta maman n'aura pas accumulé 3 emplois et que ton Abuela pourra avoir tous les médicaments dont elle a besoin. Les yeux de Maria s'écarquillèrent. Bill, que dites-vous? Je dis que tout ce que je possède, tout ce que j'ai construit dans ma vie, appartiendra à Emma quand elle sera grande. Je lui laisse toute ma fortune. La pièce devint silencieuse. Maria avait l'air stupéfaite. Carmen, qui avait écouté tranquillement depuis la cuisine, s'assit lourdement. Emma, cependant, avait juste l'air confuse. Mais Bill, je ne veux pas de ton argent. Je te veux, toi. Je sais, mon ange, mais tu ne peux pas m'avoir pour toujours. Alors à la place, je te donne quelque chose qui te permettra d'aider d'autres personnes comme tu m'as aidé. Tu peux l'utiliser pour rendre le monde meilleur. De combien d'argent parlons-nous? Murmura Maria. Bill regarda les 3 personnes qui étaient devenues son monde entier et prononça le chiffre qui allait tout changer. 437 millions de dollars. Le silence qui suivit ne fut rompu que par la petite voix d'Emma. C'est beaucoup? Malgré tout, Bill rit. Oui, ma chérie. C'est beaucoup. Mais en regardant le choc et l'incrédulité se transformer en quelque chose approchant la peur sur les visages de Maria et Carmen, Bill réalisa qu'un argent aussi colossal apporterait des complications qu'aucun d'eux n'avait prévues. Emma Rodriguez était sur le point de devenir l'un des enfants les plus riches d'Amérique, et ils avaient 6 semaines pour se préparer à ce que cela signifierait. La révélation de la fortune de Bill créa un tremblement de terre qui ébranla les fondations de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. 3 jours après avoir appris la vérité, Maria n'avait pas dormi. Carmen n'avait pas cessé de prier, et Emma semblait être la seule à ne pas être affectée par l'ampleur de ce qui allait arriver. « Maman, pourquoi as-tu peur ?» demanda Emma un jeudi matin, trouvant Maria fixant par la fenêtre du pantouse de Bill, les yeux cerclés de rouge. Bill est toujours la même personne. Mija, tu ne comprends pas. Autant d'argent, ça change tout. Les gens voudront des choses de nous. Ils diront que nous avons profité de lui. Ils essaieront de nous faire du mal ou de t'utiliser. Emma réfléchit à cela avec le sérieux qu'elle appliquait à tous les problèmes. Alors nous devrons faire très attention à qui nous faisons confiance, mais ça ne veut pas dire que nous devons cesser de faire confiance à tout le monde. Pendant ce temps, Bill découvrait que ses bonnes intentions avaient créé un champ de mine juridique et sociale. Sarah Chen recevait des appels de parents éloignés qui n'avaient jamais montré d'intérêt pour la vie de Bill, mais qui s'inquiétaient soudainement de son état mental. Les médias avaient eu vent de l'histoire, et les journalistes fouillaient le passé de la famille Rodriguez avec un enthousiasme prédateur. « Bill, je dois vous le demander », dit Sarah lors d'une réunion d'urgence dans son bureau pendant que la famille attendait dans une autre pièce. « Êtes-vous absolument certain de cette décision? Il existe des moyens de pourvoir à l'avenir d'Emma sans en faire une cible. Elle m'a sauvé la vie, Sarah. Pas de manière métaphorique. Elle a littéralement sauvé mon âme quand j'étais prêt à tout abandonner. Si cela ne vaut pas ma fortune, alors qu'est-ce qui le vaudrait? Mais considérez les implications pratiques. Emma aura besoin de sécurité, de conseillers financiers, d'avocats. Son enfance est pour ainsi dire terminée. Est-ce ce que vous voulez pour elle? Avant que Bill ne puisse répondre, ils furent interrompus par une agitation venant du salon. Maria était au téléphone, sa voix tremblante de colère. Non, je ne commenterai pas si nous avons manipulé un homme mourant. Non, vous ne pouvez pas parler à ma fille. N'appelez plus ce numéro. Elle raccrocha et se tourna pour trouver Bill debout dans l'embrasure de la porte. Ils nous traitent de profiteurs, dit-elle doucement. Ils disent que nous avons tout planifié pour voler votre argent. Emma leva les yeux de son livre de coloriage avec confusion. Qu'est-ce qu'un profiteur? Quelqu'un qui fait semblant d'aimer une personne juste pour avoir son argent, expliqua doucement Carmen. Le visage d'Emma s'assombrit d'une colère qu'aucun d'eux n'avait jamais vue chez elle. C'est stupide. Nous aimions Bill avant même de savoir qu'il avait de l'argent. Et nous l'aimerions s'il était pauvre aussi. Elle se leva et se dirigea vers Bill avec détermination. Bill, est-ce que les gens qui disent des méchancetés sur nous savent que tu es en train de mourir? Oui, ma chérie. Et ils sont plus inquiets pour ton argent que pour le fait que tu sois malade. Il semblerait. Alors ce ne sont pas de bonnes personnes, et nous ne devrions pas nous soucier de ce que pensent les mauvaises personnes. Sa logique simple trancha des semaines d'anxiété comme une lame.
Mais la pression extérieure montait, et Bill savait qu'ils avaient besoin d'un plan. Cet après-midi-là, il prit une décision qui protégerait Emma tout en honorant son engagement envers son avenir. « Je vais changer la structure de l'héritage », annonça-t-il à Sarah. « Pas le montant, mais comment il fonctionne. » « Que voulez-vous dire ? » Emma a accès aux fonds pour l'éducation immédiatement, de manière illimitée pour elle et sa famille, les soins médicaux, les frais de subsistance, un confort raisonnable. Mais la majeure partie de la fortune ne sera transférée que lorsqu'elle aura 30 ans, et seulement si elle démontre qu'elle comprend la responsabilité. Et si elle n'en veut pas, alors tout ira à des œuvres de charité, selon ses directives. Ce soir-là, Bill expliqua le plan modifié à Emma et sa famille. « L'argent sera là si et quand tu le voudras, dit-il à Emma. Mais tu auras 15 ans après tes 18 ans pour décider si tu veux cette responsabilité. Tu pourras vivre une vie normale, devenir enseignante comme tu le souhaites, et ne jamais y toucher si cela te rend plus heureuse. » Emma hocha la tête d'un air songeur. « Et si j'en veux, je peux l'utiliser pour aider les gens. » « C'est exactement ce que j'espère que tu feras. » « Alors ça me semble parfait. Mais Bill, il y a quelque chose que j'ai besoin que tu saches. »« Qu'est-ce que c'est, mon ange ? » ?»« Même si tu ne nous donnais rien, même si tu étais pauvre comme nous, ce seraient quand même les meilleures semaines de toute ma vie. Parce que j'ai enfin un grand-père. » Le mot frappa Bill comme un éclair. Grand-père. Papy. Dans toute sa planification et ses manœuvres juridiques, il avait manqué la vérité la plus importante. Emma ne le voyait pas comme un bienfaiteur ou un milliardaire mourant. Elle le voyait comme de la famille. « Je n'ai jamais été le grand-père de personne avant, » dit-il doucement. « Eh bien, tu es vraiment bon à ça. Le meilleur grand-père de tous les temps. » Alors que Bill bordait Emma ce soir-là dans la chambre d'amis qui était devenue la sienne, elle fit une dernière demande. « Papy Bill, est-ce que tu me raconteras une histoire de quand tu étais petit ? Pas une histoire inventée, une vraie. » Et ainsi, à 3 semaines de sa mort, Bill Henderson commença à partager les souvenirs d'enfance qu'il avait enfouis pendant 70 ans, reliant son passé à l'avenir d'Emma d'une manière qu'aucune somme d'argent n'aurait jamais pu le faire. À 2 semaines de la fin, le déclin physique de Bill devint impossible à cacher. Il se déplaçait plus lentement, se fatiguait plus facilement et avait commencé à utiliser un fauteuil roulant pour les sorties plus longues. Mais son esprit n'avait jamais été aussi fort. Emma s'était adaptée à son état changeant avec la remarquable résilience de l'enfance, devenant sa soignante et directrice des divertissements autoproclamés. Elle avait appris à ajuster ses oreillers sans qu'on le lui demande, à lui apporter de l'eau avant qu'il n'ait soif, et à savoir d'une manière ou d'une autre quand il avait besoin d'encouragement. « Papy Bill, dit-elle un matin en l'aidant avec ses médicaments, Madame Patterson veut te rencontrer. Elle dit que tout homme qui rend une élève aussi heureuse que tu me rends doit être quelqu'un de très spécial. » Cet après-midi-là, Bill visita l'école primaire d'Emma pour la première fois. Voir Emma s'illuminer en le présentant à son enseignante et à ses amis lui procura une joie qu'il n'aurait pas pu imaginer. Elle lui montra fièrement ses dessins accrochés dans le couloir, son coin lecture dans la salle de classe, la cour de récréation où elle passait ses pauses. « C'est mon grand-père, Bill, » disait-elle à tous ceux qu'il rencontrait. « Il est très malade, mais c'est le meilleur grand-père du monde. » Madame Patterson prit Bill à part après la visite. « Je ne connais pas toute votre histoire, » dit-elle doucement. Mais je veux que vous sachiez qu'Emma parle de vous tous les jours. Elle a gagné en confiance, est plus enthousiaste à l'idée d'apprendre, plus attentionnée envers les autres élèves. Quoi que vous ayez apporté dans sa vie, cela l'a fait briller davantage. Ce soir-là, Bill enregistra ses dernières vidéos, des messages pour les futurs anniversaires d'Emma, sa remise de diplôme, son jour de mariage et le jour où elle deviendrait enseignante. Chaque enregistrement était bref, mais rempli d'amour et de fierté pour la femme qu'elle deviendrait. « Joyeux 18e anniversaire, ma chère Emma, » dit-il à la caméra. « À présent, tu sais que la vie est à la fois plus dure et plus belle qu'un enfant de 8 ans ne peut le comprendre. J'espère que tu es restée gentille. J'espère que tu es restée généreuse. Et j'espère que tu te souviens que le plus grand cadeau d'un vieil homme n'était pas l'argent. C'était de pouvoir t'aimer. » Le lendemain apporta des visiteurs inattendus. Le neveu éloigné de Bill, David, et sa femme, Jennifer, arrivèrent aux Pantouz en exigeant une réunion. « Oncle Bill, nous devons discuter de cette situation, » dit David, regardant Emma et sa famille avec une hostilité à peine dissimulée. « Vous ne pensez clairement pas de manière rationnelle. Cet enfant et sa famille vous ont manifestement manipulé pendant une période de vulnérabilité. » Emma, qui coloriait tranquillement à la table de la cuisine, leva les yeux avec intérêt plutôt que peur.
Vous êtes de la famille de Bill, demanda-t-elle poliment à David. Je suis son neveu, sa seule vraie famille. C'est bien. C'est bien que Bill ait plus de famille. Vous lui rendez visite souvent? Le visage de David se crispa. Ce n'est pas la question. La question, c'est que... La question, interrompit Bill, sa voix portant une autorité qui avait commandé des salles de conseil pendant des décennies, c'est que vous ne m'avez pas parlé depuis 5 ans jusqu'à ce que vous entendiez parler de mon testament. Emma me rend visite tous les jours. Elle me lit des histoires, cuisine avec moi et me fait rire. Lequel de nous deux ressemble à de la famille, selon vous? Jennifer s'avança avec une sympathie étudiée. Bill, nous comprenons que vous êtes seul, mais vous devez sûrement voir que laisser tout à un enfant que vous connaissez depuis 2 mois est la meilleure décision que j'ai jamais prise, termina fermement Bill. Emma se leva de son coloriage et se dirigea vers David avec la franchise intrépide de l'enfance. Es-tu triste que papy Bill soit en train de mourir? Demanda-t-elle. La question prit David au dépourvu. Eh bien, oui, bien sûr. Lui as-tu dit ça? As-tu passé du temps avec lui depuis qu'il est tombé malade? C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué, dit Emma avec la clarté d'une enfant de 8 ans. Soit on aime quelqu'un et on veut être avec lui, soit on ne l'aime pas. Papy Bill avait besoin d'une famille, et nous sommes devenus sa famille. Si tu voulais être sa famille, tu aurais pu être là aussi. Elle fit une pause, puis ajouta avec une innocence dévastatrice, mais ce n'est pas grave si tu ne te soucies que de l'argent. Certaines personnes ne sont pas douées pour aimer. Ça ne fait pas de vous de mauvaises personnes, juste des personnes différentes. La visite se termina brusquement, David et Jennifer partant en colère et frustrés, menaçant d'une action en justice que Bill et Sarah savaient vouer à l'échec. Cette nuit-là, alors que Bill luttait contre une douleur de plus en plus difficile à gérer, Emma se glissa dans le lit à côté de lui. « Papy Bill, as-tu peur? »« Parfois, mon ange. »« Un peu. Mais maman dit qu'avoir peur signifie simplement que quelque chose est important pour nous. Et tu es très important pour nous. Emma, j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. »« Quoi? » ?»« Promets-moi que tu te souviendras que la meilleure chose avec l'argent, ce n'est pas d'acheter des choses pour soi. C'est de pouvoir aider les autres comme tu m'as aidé. »« Je le promets. »« Mais papy Bill? »« Oui. »« Je crois que tu nous as plus aidés que nous ne t'avons aidé. » Alors qu'Emma s'endormait dans ses bras, Bill réalisa que David s'était trompé sur une chose. Bill ne connaissait pas Emma depuis 2 mois, il avait l'impression d'avoir attendu toute sa vie pour la rencontrer. Et ces quelques mois ensemble, c'était simplement l'univers qui mettait enfin les bonnes personnes au bon endroit, au bon moment. À 1 semaine de la fin, tout était en place, sauf la partie la plus difficile, dire au revoir. La dernière semaine de Bill arriva avec les premiers signes du printemps à Chicago. Et Emma déclara que cela signifiait qu'il devait célébrer tout ce qui est beau dans le fait d'être en vie. Malgré son état de faiblesse, elle insista pour une dernière aventure. « Papy Bill, tu n'as pas encore vu le lac quand il commence à se réveiller, » dit-elle en l'aidant soigneusement à s'installer dans son fauteuil roulant. La glace se brise, et maman dit que c'est comme si la terre s'étirait après une longue sieste hivernale. Ils passèrent le samedi après-midi au bord du lac Michigan, enveloppés dans des couvertures, regardant les blocs de glace dériver, pendant qu'Emma parlait de tout et de rien. Elle lui parla de ses projets pour le CM1, de ses idées pour aider d'autres enfants à l'école, de ses rêves d'enseigner aux enfants qui n'avaient pas beaucoup d'argent. « Je veux être le genre de maîtresse qui fait que les enfants se sentent importants, » dit-elle, « comme tu m'as fait me sentir importante. » Tu as toujours été importante, ma chérie. Je t'ai juste aidé à le voir. Le dimanche amena de la famille de partout. La sœur de Maria arriva du Texas avec ses 3 enfants. Le frère de Carmen vint de Californie en avion. Le Penthouse se remplit des bruits d'une vraie réunion de famille. Des enfants qui rient, des adultes qui partagent des histoires, de la nourriture qui cuit dans la cuisine qui avait été silencieuse pendant trop d'années. Bill regardait tout cela depuis son fauteuil près de la fenêtre, submergé par l'amour qui l'entourait. Ces gens l'avaient complètement adopté, faisant de lui le centre de leur famille, non pas pour ce qu'il pouvait leur donner, mais parce qu'Emma l'avait déclaré digne d'amour. Lundi, sa respiration devint laborieuse. Le docteur Mitchell arriva avec des infirmières de soins palliatifs qui installèrent du matériel pour le maintenir à l'aise. Emma se nomma infirmière en chef, surveillant attentivement sa consommation d'eau et s'assurant que sa musique classique préférée jouait doucement en fond. « Est-ce que ça fait mal ?» demanda-t-elle mardi soir alors qu'il regardait le coucher de soleil depuis sa chambre. « Pas quand tu es là, » répondit-il honnêtement. Sa présence semblait repousser les ténèbres d'une manière que les médicaments ne pouvaient pas.
Bien, parce que je dois te dire quelque chose d'important avant que tu n'ailles au paradis. Je t'écoute, mon ange. Emma prit sa main avec la solennité de quelqu'un qui délivre une nouvelle cruciale. J'ai compris pourquoi Dieu t'a envoyé à nous juste au moment où tu allais mourir. Ce n'était pas seulement pour qu'on puisse prendre soin de toi, et ce n'était pas seulement pour que tu puisses prendre soin de nous. C'était pourquoi, alors? C'était pour que tu puisses apprendre ce que c'est que l'amour avant d'aller au paradis. Parce que comment peux-tu être heureux au paradis si tu n'as jamais été heureux sur terre? Ces mots le frappèrent avec la force d'une révélation divine. Cet enfant avait compris quelque chose de profond qu'il lui avait fallu 73 ans pour découvrir. Et maintenant, continua Emma, quand tu arriveras au paradis, tu pourras leur parler de ta famille. Tu pourras leur parler du chant de Maria, de la cuisine de Carmen, et du fait que je vais devenir maîtresse. Tu ne seras pas seul là-bas parce que tu auras des histoires sur des gens qui t'aiment. Mercredi matin, Bill se réveilla pour trouver Emma endormie dans le fauteuil à côté de son lit, sa petite main enroulée autour de son doigt. Maria était recroquevillée sur le canapé de l'autre côté de la pièce. Et Carmen dormait paisiblement dans la chambre d'amis. Sa famille, son impossible et miraculeuse famille. Emma, murmura-t-il. Elle se réveilla immédiatement, alerte comme le sont les enfants quand quelqu'un qu'ils aiment est malade. Je suis là, Papy Bill. As-tu besoin de quelque chose? J'ai besoin que tu saches quelque chose. Te rencontrer a été la chose la plus importante qui me soit jamais arrivée. Tu m'as sauvé la vie de toutes les manières possibles. Je t'aime aussi, Papy Bill. Emma, quand je serai parti, je veux que tu te souviennes de quelque chose de très important. L'argent que je te laisse n'est plus vraiment le mien. Il appartient à la petite fille qui a partagé son chocolat chaud avec un inconnu parce qu'elle pensait qu'il avait l'air d'avoir froid. Utilise-le comme tu utiliserais ce chocolat chaud, pour réchauffer les gens quand ils en ont le plus besoin. Je le ferai. Je le promets. Et souviens-toi qu'être riche, ce n'est pas avoir de l'argent. Être riche, c'est avoir des gens qui t'aiment. Tu étais riche bien avant de me rencontrer, et tu seras riche bien après mon départ. Emma hocha la tête sérieusement, puis sourit avec l'éclat qui avait d'abord capturé son cœur. Papy Bill, je ne vais pas dire au revoir, parce que je ne pense pas que ce soit vraiment un au revoir. Je pense que c'est juste à plus tard. Jeudi soir. Alors que les lumières de Chicago scintillaient au-delà de sa fenêtre et que sa respiration devenait superficielle, Bill était entouré d'amour. Maria tenait une main tandis qu'Emma tenait l'autre. Carmen chantait doucement en espagnol. L'infirmière des soins palliatifs surveillait son confort avec une douce efficacité. « Raconte-moi encore l'histoire du chocolat chaud », murmura Emma. Alors, Bill la raconta une dernière fois, l'histoire d'un homme mourant qui avait oublié son portefeuille et découvert que la chose la plus riche au monde était la générosité d'une fillette de 8 ans. Il la raconta lentement, savourant chaque détail jusqu'à ce que sa voix s'estompe dans un silence paisible. Emma sentit sa main se détendre dans la sienne et sut qu'il était parti. Mais au lieu de pleurer, elle sourit. « À plus tard, Papy Bill. Merci de m'avoir appris que le partage donne meilleur goût à tout. » William Henderson mourut comme il n'avait jamais vécu auparavant, entouré de sa famille, rempli d'amour et certain que sa vie avait eu un sens. La tasse de chocolat chaud d'une fillette de 8 ans l'avait ramené à la maison, vers une famille dont il n'avait jamais su qu'il avait besoin, et son héritage lui permettrait de passer sa vie à partager cette même gentillesse transformatrice avec le monde. La petite fille qui avait donné son cadeau de Noël à un inconnu avait reçu en retour quelque chose que l'argent ne pouvait acheter. La connaissance que l'amour se multiplie lorsqu'il est partagé, et que parfois les plus grands cadeaux viennent dans les plus petits paquets. Emma Rodriguez deviendrait en effet enseignante, et bien plus tard, quand elle serait prête, elle utiliserait la fortune de Bill Henderson pour construire des écoles pour les enfants qui avaient besoin d'espoir, prouvant que le cercle de générosité qui avait commencé avec une tasse de chocolat chaud pouvait s'étendre pour embrasser le monde entier.